À ton avis, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de rénovation écologique ? Alors, principalement par la prise de conscience des problèmes liés au réchauffement climatique et donc au dégagement de gaz carbonique dans l'atmosphère et d'autres gaz à effet de serre. Le bâtiment au niveau mondial est responsable d'environ 40% de ces dégagements et en France on est à hauteur de 25%. Mais on est dans un domaine où les économies sont faisables relativement facilement. En 1980, un forage réalisé dans les glaces de l'Antarctique a permis de connaître la composition de l'atmosphère au cours du temps. L'analyse des bulles d'air piégées dans les glaces au moment de leur formation a montré une étroite relation entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et la température de l'air. Elle a aussi mis en évidence l'impact de l'activité humaine sur la concentration de ce gaz à effet de serre dans l'air. Si nous n'agissons pas pour stopper cette évolution, nous risquons de gravement perturber notre climat et il nous est aujourd'hui difficile d'en évaluer les conséquences. En l'an 2000, les spécialistes prévoyaient une hausse de la température entre 4 et 6 degrés dans les 100 ans à venir. Et nous savons aujourd'hui que nous serons dans le haut de la fourchette. Pour respecter le protocole de Kyoto, les pays industrialisés doivent diminuer leurs émissions de CO2 par 4. Pour le monde du bâtiment, cela implique de nouvelles approches. Concevoir des bâtiments beaucoup plus performants en construction neuve, c'est une évidence. Mais il faut aussi trouver des solutions pour améliorer les performances du bâti ancien, qui représente la majeure partie du parc immobilier. Quelles sont les problématiques du bâti ancien ? Quelles sont les évolutions de la réglementation et leurs conséquences sur les biens immobiliers ? Et quelles sont, d'un point de vue écologique, les approches, les matériaux et les techniques les mieux adaptés ? La construction écologique, à la différence de la construction conventionnelle, c'est la biodiversité. On évite la monoculture, des modèles généralisés partout, reproductibles partout, et c'est en ça que c'est à la fois plus passionnant, plus intéressant et aussi un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut y consacrer plus de temps, plus d'attention. Voilà. Tu veux dire qu'il n'y a pas forcément une technique magique et un matériau super ? Non, il n'y a même pas un matériau écologique à la limite. Je dirais qu'il y a un matériau qui est adapté, qui est d'abord logique. Avant de parler écologique, moi je parle logique. Si on bâtit logique, on bâtira forcément écologique. Pour comprendre le fonctionnement des parois de nos maisons, faisons un peu d'histoire. Pour l'exemple, nous allons prendre une ferme d'avant-guerre. Un bâtiment construit en pierre et non isolé, ayant 3 fonctions principales, abriter les animaux l'hiver, une partie d'habitation, et le stockage des fourrages dans les combles. En hiver, la chaleur produite par les animaux participait à l'élévation de la température et en chauffait les pièces de vie au bois. La chaleur passait à l'étage et chauffait légèrement les chambres. Le foin stocké dans les combles jouait un rôle d'isolant. Quand on chauffe une maison, elle se met en surpression. L'air chaud, plus humide que l'air extérieur, veut passer à travers les murs et les planchers. Mais en traversant les parois, il se refroidit et perd sa vapeur d'eau. Ces murs de pierre et de chaux avaient la propriété appelée perspirante de laisser s'évaporer cette eau supplémentaire au retour des beaux jours. Dans la première moitié du XXe siècle, l'arrivée du pétrole et du béton ont changé nos habitudes. On est passé du chauffage à bois aux chaudières à fioul, et on a utilisé du ciment pour l'entretien de nos maisons. Comme on chauffe plus, la surpression est plus importante et l'air plus chargé en humidité. Les murs encaissent donc plus d'eau qu'auparavant. Mais maintenant, quand revient l'été, l'endurcissement limite fortement l'évaporation et l'eau reste piégée dans les murs. Cela va contribuer à créer une ambiance humide dans la maison et engendrer des détériorations sur les enduits intérieurs. La crise pétrolière de 1975 va amener de nouvelles transformations. L'électrique remplace le fioul et on va mettre en place des isolants comme les laines minérales car on a pris conscience que nos ressources ne sont pas illimitées. Ces isolants sont munis d'un pare-vapeur car ils sont sensibles à l'humidité qui dégrade leur performance. Ayant remarqué quelques remontées d'eau par capillarité dans les murs, on va mettre en place des trottoirs en béton. En théorie, le pare-vapeur est censé arrêter la vapeur d'eau. Mais en réalité, l'air trouve un passage dans chaque imperfection et la vapeur se condense maintenant dans les points névralgiques du bâtiment, affaiblissant sa structure et dégradant les performances de l'isolant. L'été, l'évaporation n'est plus possible à cause de l'enduit ciment et du pare-vapeur. Les trottoirs en béton piègent les eaux de précipitation qui ne peuvent plus s'évaporer du sol nu. Elles vont se diriger dans le mur par capillarité.
Pour corriger ces nouveaux problèmes et mieux gérer le renouvellement nécessaire de l'air, on va mettre en place une ventilation mécanique contrôlée. En aspirant l'air à l'intérieur pour le rejeter à l'extérieur, elle équilibre la pression. Mais la chaleur que l'on a mis dans l'air avec les convecteurs s'en va par la VMC. Et néanmoins, toutes les imperfections de cette isolation intérieure, appelée pont thermique, permettent la fuite des calories. Au final, on obtient une maison qui surconsomme l'hiver, fragilisée par des ponts thermiques où se loge l'humidité, et dont on ne profite plus de l'inertie en été, car isolée de l'intérieur. Il faudra donc encore dépenser de l'énergie pour la rafraîchir avec une climatisation. Nos techniques d'isolation actuelles sont l'héritage de cet empilement de solutions traitant au cas par cas chaque problème, sans vision globale, chaque invention créant un problème à résoudre par la suite. Au cours de ce résumé très schématique, nous venons de survoler les grands thèmes communs à tout projet de rénovation. Tout d'abord, les techniques et les matériaux de construction. Le bâti ancien est composé d'une grande quantité de techniques constructives. Pour intervenir sans causer de dommages, il faut savoir les identifier, et il faut aussi connaître les propriétés des matériaux pour proposer des solutions compatibles avec leur fonctionnement dans la vie du bâtiment. Ensuite vient la gestion de l'humidité. Pendant longtemps, nous avons cru protéger nos bâtiments en les rendant étanches avec des hydrofuges. On se rend compte aujourd'hui que l'eau doit pouvoir aussi s'évacuer des murs. On voit sur cette image le décroutage d'un enduit ciment avant une intervention d'isolation par l'extérieur. Pour qu'un bâtiment soit confortable et économe, il faut garantir une bonne étanchéité à l'air des menuiseries et de la structure. On sait que sur 1 mètre carré de mur isolé, avec 30 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, une fente de 1 mm sur 1 mètre de long peut diviser les performances de l'isolant par 5. Il faut donc porter une attention particulière aux éléments qui traversent l'isolation, mais aussi à la jonction des murs et de la toiture, autour des tableaux de fenêtres, et en technique sèche entre chaque élément de construction. Les enduits terre, chaux et plâtre sont considérés comme étanches à l'air, mais il faut porter une attention particulière au raccord avec les menuiseries. En respirant, en cuisinant, en nous chauffant et en nous lavant, on crée de la vapeur d'eau. On dit des murs anciens qu'ils avaient la faculté de transpirer l'excès de vapeur d'eau, un phénomène appelé respiration des murs ou perspirance. On peut trouver des techniques et des matériaux qui respectent ce fonctionnement. Mais du fait de notre mode de vie, nous produisons beaucoup plus de vapeur qu'auparavant. Et à un taux trop élevé, elle peut créer moisissure, condensation et inconfort. Que l'on isole par l'intérieur ou par l'extérieur, les parements doivent fournir une bonne étanchéité à l'air, pour éviter les échanges directs et aussi les circulations d'air dans l'isolant. Il faut ensuite maintenir un lien de capillarité au travers de tout le mur. Ainsi, en présence d'eau liquide, elle pourra se diriger vers l'extérieur par capillarité. Enfin, ces matériaux doivent être perméables à la vapeur d'eau. Certaines études montrent qu'on peut orienter le flux d'évacuation en modulant la perméabilité des surfaces extérieures et intérieures. Pour respirer un air sain à l'intérieur, il faut donc gérer le renouvellement d'air. Mécanique ou naturel, il protège aussi les habitants de tous les polluants qu'on ramène dans nos maisons. Il existe aujourd'hui 3 types de ventilation mécanique contrôlée. Le type classique, hygroréglable et double flux. Les VMC classiques sont connectées aux pièces d'eau et à la cuisine. Elles aspirent l'air intérieur et le rejettent à l'extérieur directement. Leur débit moyen est en général 1 fois le volume de la maison par heure, ce qui peut représenter pour une maison de 5 pièces une perte d'énergie de 2000 kW par an. Les VMC hygroréglables modulent le débit en fonction du taux d'humidité de l'air. Ce sont les trappes d'aspiration qui s'ouvrent et se ferment en fonction de l'humidité. Il existe aussi des VMC hygroréglables pilotés par hygrostat. Enfin, la VMC double flux fait se croiser le flux sortant et le flux rentrant. Ainsi, l'air qui vient de l'extérieur est réchauffé par l'air qui sort. Cette technologie permet une économie certaine, mais le coût d'installation est à peu près 10 fois celui d'une VMC classique. Nous allons maintenant parler consommation et réglementation. Voici un graphique réalisé pour la mise en place des labels Effinergie.
Il montre qu'en l'an 2000, nous consommions 160 à 300 kW par mètre carré d'habitation par an, alors que la réglementation de l'époque était à 120. Aujourd'hui, la réglementation thermique en vigueur est la RT 2005. Elle impose une consommation au mètre carré par an de 105 kW, ce qui est très insuffisant pour le défi de Kyoto. Des pays comme la Suisse, avec le label Minergie, ont initié des programmes de construction à basse consommation. Et nos technologies nous permettent aujourd'hui de construire des maisons qui produisent de l'énergie. Avant le Grenelle de l'environnement, la réglementation thermique devait évoluer tous les 5 ans et imposer des normes de plus en plus strictes. Ces négociations ont permis de remplacer ce processus par la RT 2012. La consommation maximale des bâtiments neufs à cette échéance devra être de moins de 50 kWh par mètre carré par an. L'objectif pour le bâti ancien est de ne pas dépasser 80 kWh. La RT 2005 impose un seuil de performance thermique pour l'enveloppe du bâtiment. Elle encourage le passage aux énergies renouvelables pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude. Elle propose d'ores et déjà un label haute performance énergétique, avec des performances supérieures de 10% au seuil de base, et un label très haute performance énergétique, avec des performances de plus de 20%. L'association Effinergie avait déjà mis en place 2 labels rénovation et construction neuve, permettant la réalisation de projets basés sur les objectifs de 2020. Cette association a été un acteur majeur des négociations du Grenelle de l'environnement. Ainsi, la RT 2012 imposera le passage aux énergies renouvelables pour la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage et la climatisation. Les performances de l'enveloppe seront définies par le label Bâtiment basse consommation Effinergie. En rénovation, pour tous travaux supérieurs à 25% du prix du bien immobilier ou pour tout permis de construire sur de l'ancien, le bâtiment devra être mis aux normes. En plus des contrôles sur l'amiante et le plomb, un diagnostic de performance énergétique est obligatoire depuis le 1er novembre 2006 à la mise en vente d'un bien immobilier. Il est aussi obligatoire à la mise en location depuis le 1er juillet 2007. Ce diagnostic recoupe l'étude des consommations de la maison et un questionnaire sur la composition de l'enveloppe pour estimer ses déperditions et orienter le propriétaire vers les travaux à faire en urgence. Il en résulte un étiquetage en termes de consommation au mètre carré par an et une équivalence en émissions de CO2. Comme sur l'électroménager, cet étiquetage aura un impact majeur sur la valeur de nos biens immobiliers. Le petit piège, c'est qu'une maison aux normes RT 2005 sera classée en C, car ce classement est indexé sur les objectifs de 2020. Nous parlons ici de consommation en énergie primaire. Notée CEP, elle doit être inférieure ou égale à 80 pour un bâtiment rénové. Cette valeur est pondérée avec 2 coefficients, un coefficient de zone géographique, A, et un coefficient B qui est fonction de l'altitude. Elle est exprimée en kWh énergie primaire, divisée par la surface habitable, sur la durée d'une année. La notion d'énergie primaire est déterminante pour le choix d'une source d'énergie. Elle comprend l'énergie que nous consommons chez nous, appelée énergie finale, à laquelle on ajoute l'énergie nécessaire à sa production et son acheminement. Chaque pays calcule un rapport de conversion de l'énergie finale vers l'énergie primaire en fonction de ses réalités industrielles et des objectifs de développement qu'il vise. Dans la pratique, cela veut dire que pour la même maison, qui a un besoin en chauffage de 50 kWh par mètre carré par an, si elle est équipée d'un chauffage électrique, on considérera qu'elle consomme 129 kWh énergie primaire. Si elle est équipée d'une chaudière à bois, on considérera qu'elle consomme 50 kWh d'énergie primaire. On peut en conclure que le choix d'une énergie pour le chauffage aura de fortes répercussions sur les besoins en isolation. Fermons ce chapitre pour essayer de voir comment aborder un projet de manière écologique. C'est des démarches qui vont s'appuyer sur l'existant pour prendre en compte les performances du bâti ancien et essayer de les améliorer, et non pas pour caricaturer, faire du neuf dans du vieux, comme on a trop souvent tendance à faire en France.
Je crois que tout commence avec le projet architectural. Même dans le bâti ancien, des fois, on peut modifier un petit peu l'enveloppe du bâtiment. Par exemple, il y a des projets très intéressants où les architectes ont décidé de surélever le bâtiment plutôt que de rebricoler une isolation de la toiture. Le gain en mètres carrés et en surface paye l'investissement de l'isolation. Sur ces deux exemples de l'architecte Pierre-Henri Gomez, l'ancienne toiture vieillissante et trop complexe à isoler a été démontée, permettant de réaliser un réel espace habitable sous la toiture. Les deux projets intègrent une nouvelle ossature bois en rehausse avec un remplissage paille, des bottes de paille pour le premier chantier et ici un terre-paille banché. Les deux projets intègrent aussi la création d'une serre dite bioclimatique, pensée pour profiter d'un apport solaire direct en hiver et protégée par une casquette l'été, évitant les surchauffes mais laissant rentrer la lumière. Les serres peuvent aussi être utilisées pour créer un renouvellement d'air naturel. Ensuite, je pense qu'il faut regarder le problème dans son ensemble et donc avoir un projet équilibré entre une approche, je dirais, d'amélioration des performances de l'enveloppe et des investissements sur les équipements de chauffage, par exemple. Pour avancer sur ces questions, nous allons voir deux notions de base. Tout d'abord, quels phénomènes interviennent dans la transmission de la chaleur, et ensuite, quels paramètres rentrent en jeu dans le confort thermique. Trois phénomènes interviennent dans la transmission de la chaleur: la convection, la conduction et le rayonnement. Pour les mettre en évidence, nous allons prendre l'exemple d'un poêle à bois. La chaleur produite dans le poêle quand il est allumé se propage à l'intérieur du métal par conduction. Quand le corps du poêle est bien chaud, l'air ambiant se chauffe au contact de la surface, c'est ce qu'on appelle la convection. Quand le corps du poêle ne peut plus stocker de calories, il se met à émettre des ondes qui chauffent directement les surfaces qui les reçoivent. Ceci est le rayonnement. On admet que la sensation de confort thermique se trouve à partir de 18 degrés. Mais dans une maison, c'est la température ressentie qui compte. Par exemple, si la température de l'air est à 20 degrés, et que l'on prend deux cas de figure, une paroi froide à 12 degrés et une paroi chaude à 16 degrés. La température ressentie est une moyenne entre la température de l'air et la température des parois. Côté froid, on aura donc une température ressentie de 16 degrés, alors que côté chaud, la température ressentie sera de 18 degrés. On aura donc directement une sensation de confort. Côté paroi froide, il faudrait monter la température de l'air jusqu'à 24 degrés pour obtenir la même sensation. Ce sont ces 4 degrés d'écart qui coûtent le plus cher. Deux autres paramètres influent sur le confort thermique: la vitesse de déplacement de l'air dans l'habitation et le taux d'humidité de cet air. Plus il est élevé, plus les échanges thermiques sont favorisés. Deux techniques de chauffage peu connues s'inspirent de ce phénomène: le mur chauffant et le mur capteur. Dans cet exemple, le mur chauffant est disposé sur un mur froid car en contact avec l'extérieur. On réalise d'abord une isolation avec un panneau de roseau dont l'épaisseur est à calculer en fonction des besoins. On peut utiliser d'autres isolants comme le liège ou le terre-copeaux-bois, l'important étant d'avoir au final un bon support d'enduit avant d'accrocher le caloriporteur. Une fois qu'on a mis en place le serpentin chauffant, il suffit de l'enduire avec de la chaux ou de la terre. D'un point de vue écologique, on préférera la terre pour son bilan carbone et sa capacité à mieux drainer l'humidité présente dans la maison. Ce type de chauffage s'installe à hauteur d'homme car il fonctionne exclusivement par rayonnement. Ils permettent d'obtenir un bon niveau de confort thermique avec un air intérieur de basse température, ce qui limite les déperditions dues au renouvellement d'air et au différentiel de température entre l'extérieur et l'intérieur. Ce dispositif peut aussi s'appliquer sur des cloisons intérieures qui deviennent alors des cloisons rayonnantes. Sur les façades bien exposées, on peut utiliser le mur capteur. C'est une baie vitrée qui emprisonne de l'air entre la vitre et la maçonnerie. Le soleil vient frapper la surface sombre du mur, l'air s'échauffe, il transmet par conduction ses calories à la maçonnerie. En fin de journée, les calories arriveront vers l'intérieur et se dissiperont par rayonnement.
En rénovation, la majeure partie des matériaux que l'on va utiliser sont des isolants et les structures pour les porter. Le choix de ces matériaux a-t-il une importance en termes écologiques? C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Il faut comprendre un petit peu. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan carbone des matériaux sur le cycle de vie d'un bâtiment, on peut considérer que l'impact des matériaux ne représente que de 10 à 15% du bilan global. Les Suisses qui ont fait une étude qui s'appelle l'Énergie montrent qu'avec des bâtiments qui atteignent des performances de basse consommation, c'est-à-dire moins de 50 kWh par mètre carré et par an, eh bien à ce moment-là, le bilan carbone représente presque 40%. Donc, plus on va devenir performant, plus les matériaux vont devoir prendre en compte cette dimension. Disons que d'une façon générale, les fibres végétales sont les matériaux les plus environnementaux qu'on puisse imaginer, puisque c'est l'énergie grise et le bilan carbone de ces fibres est vraiment excellent, puisque tout végétal en poussant a besoin de CO2, donc du gaz à effet de serre, pour sa croissance, et ce CO2 il est cassé en deux par l'usine que constitue le végétal. Si on fait le bilan, c'est-à-dire si on additionne les petites consommations de carburants fossiles et au regard de ça, si on met le stockage de gaz à effet de serre qui est contenu dans la plante, eh bien on a un bilan positif. C'est-à-dire qu'au final, eh bien on a construit et on a réduit la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et que penses-tu de l'isolation par l'extérieur? L'isolation par l'extérieur sur le plan théorique est forcément quelque chose de particulièrement intéressant. En effet, en isolant par l'extérieur, on réduit énormément le risque de laisser des ponts thermiques. De plus, on peut continuer à habiter à l'intérieur. Pour les maisons qu'on habite à l'année, la masse gardée à l'intérieur servira de tampon thermique. Cette solution représente aussi un gain de surface. Pour respecter les ambitions de la RT 2012, il faudra ajouter de fortes épaisseurs. Des travaux faits de l'intérieur empiéteront sur la surface habitable. Le plâtre en extérieur devant un isolant est une solution qui nous semble encore peu répandue et qui mérite d'être mieux connue. On peut vraiment mettre du plâtre en extérieur? Oui, le plâtre pour nous est vraiment un matériau écologique. C'est un matériau qui est intéressant pour la région PACA où nous nous trouvons parce qu'il y a des sources abondantes de gypse et donc un patrimoine à Aix-en-Provence. Le plâtre tel qu'il est possible de l'utiliser aujourd'hui permet des applications auxquelles peu de gens pensent encore. On peut faire des dalles poncées en plâtre, on peut faire des paillasses déviées, on peut faire l'équivalent du tas de lac avec du plâtre en étant beaucoup plus performant dans la mise en œuvre. Et voilà, donc le plâtre est un matériau, à mon avis, qu'on va redécouvrir. C'est vraiment le matériau écologique qui est un peu trop méconnu aujourd'hui. Alors après, nous utilisons aussi d'autres matériaux. La terre est un matériau qui me semble très intéressant, en particulier sur les enduits terre, parce que les maçons, les plâtriers peuvent acquérir la technique de mise en œuvre des enduits terre très très facilement. Et c'est quelque chose qui permet une expression artistique, personnelle, qui là aussi contribue à la revalorisation du travail manuel. Nous préconisons aussi l'utilisation des bois locaux, bien sûr, les enduits chauds et d'une manière générale, j'aurais envie de dire, on retrouve les matériaux qui ont servi à bâtir ce patrimoine que nous avons et ce sont encore une fois des métiers qui nécessitent plus de savoir-faire et donc qui contribuent à l'intérêt des jeunes pour les métiers du bâtiment. Quels sont les freins au développement de ces techniques? Je crois que le premier frein est un frein culturel. Par exemple, quand on préconise la construction paille,
les gens nous demandent si les rongeurs se mettent dans la paille. Ils ne demandent jamais aux marchands de matériaux si les rongeurs se mettent dans la laine de verre ou dans le polystyrène, ce qui est le cas. Si on nous demande si ça craint l'humidité, oui, ça craint l'humidité, mais la même chose, on ne demande jamais aux marchands de matériaux si la laine de verre ou la laine de roche craint l'humidité. Donc je pense qu'il y a d'abord un problème culturel qui fait que, en fait, en France, le bâtiment, c'est du patrimoine et on a envie d'avoir quelque chose que l'on va être sûr de pouvoir transmettre de génération en génération. Et on a un petit peu l'impression que certains matériaux écologiques sont plus fragiles. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas. Le côté fragile est très lié, je dirais, à l'image qu'on a des matériaux. Ensuite, on a un frein réglementaire. On aime bien tout formaliser en France par des normes. Il serait de beaucoup préférable d'essayer de mesurer les performances des bâtiments et d'exiger des résultats et non pas simplement la mise en œuvre de quantité de matériaux, à savoir donc des épaisseurs de laine de verre, etc., qui, si elles ne sont pas bien mises en œuvre, n'apportent pas les résultats prévus. Est-ce que vous diffusez le savoir qui est acquis au Gabion au fur et à mesure par un autre moyen que vos formations? Oui, bien sûr, par différents moyens, essentiellement donc par le site internet du Gabion, donc legabion.org, sur lequel les gens peuvent trouver des films techniques, des cours, des documents, donc en nombre relativement important. Ce site est très consulté, on a entre 150 et 200 visites par jour. Comment vois-tu l'avenir de la construction? Moi, je suis quand même très optimiste. Je vois depuis quelques années une évolution très rapide. Je vois que les artisans s'intéressent à ces techniques. Et je vois que la population dans son ensemble a pris conscience du problème du réchauffement planétaire. Et donc, je suis relativement optimiste. De toute façon, nous sommes condamnés à réagir. Donc il faudra bien s'y mettre et le plus tôt sera le mieux.